Paris Radio Show. Audio, musique, podcast. Bonjour à toutes et à tous. Donc on est réunis aujourd'hui pour la table ronde sur faudra-t-il faire incarner les podcasts par des célébrités françaises pour développer ce média et pour le démocratiser. Donc je suis Lisa Omara, la fondatrice de l'agence PR Lab, qui est une agence de relations presse et production de podcasts. Et je suis accompagnée de Myriam. Oui. Je suis la créatrice du podcast Influence Corner. C'est un podcast qui décrypte le monde de l'influence et je suis spécialiste de l'influence marketing au sens général. Et donc on est là pour animer cette table ronde. Juste pour vous donner un petit état des lieux, aujourd'hui les tendances des podcasts viennent souvent des États-Unis et on voit que aux États-Unis, il y a de plus en plus de célébrités qui incarnent des podcasts. On pense notamment à Oprah Winfrey, à Michelle Obama ou encore Meghan Markle et le prince Harry. Et c'est en train de se développer de plus en plus en France, notamment avec Tony Parker, qui a développé son podcast sur Spotify, Sarah Trey Stéphanie, Rose. Et donc voilà, donc pour vous donner un petit contexte, on va maintenant présenter le panel. On a Einara Ipas. Einara, vous êtes la présidente d'Audible Studio, donc une filiale d'Amazon. Audible, c'est un diffuseur-producteur de contenu audio, de livres audio et de création audio. Et vous avez produit récemment le documentaire audio La Divine Comédie avec Amélie Nothomb et encore plus récemment Jiken Horreur au Japon avec le youtubeur Louis San. On a également Marjorie Murphy. Vous êtes la cofondatrice de l'agence Double Monde et vous avez notamment produit les podcasts Je te crois et 40, où d'ailleurs Rose, vous intervenez en tant que guest sur ce podcast. Vous êtes chanteuse, compositrice et auteure. Vous êtes l'auteur du livre Kérosène et vous avez prochainement sortir votre propre podcast qui s'appelle Contradiction, que vous coproduisez du coup avec l'agence Double Monde. Axel Gobert, vous êtes productrice chez Paradiso Media. Vous avez produit très récemment le podcast Première fois avec l'influenceuse Clara Mars et le studio Paradiso a produit également Frouch, donc un podcast qui est diffusé en exclu sur Spotify et qui est incarné par Sarah Trey Stéphanie. Donc Sarah Trey Stéphanie, vous êtes comédienne et autrice et donc vous êtes l'hôte du podcast Frouch. Donc merci à toutes les 5 d'être présentes aujourd'hui. Une table ronde accompagnée de femmes, donc ça fait plaisir. Féminine, 100% féminine. On vous propose de commencer cette table ronde avec le podcast en fait comme canal privilégié pour aborder les sujets de l'intime. On pense donc aux sujets comme la santé mentale, le cyberharcèlement, l'anxiété, la santé des femmes et aussi les sujets liés au genre et à la sexualité. Donc on va commencer par Axel. Donc comme on l'a dit, vous êtes productrice chez Paradiso Media et vous avez produit des podcasts qui parlent des sujets intimes. On sait que ce type de podcasts sont souvent incarnés par des personnalités publiques. On pense notamment à Anna RVR qui a sorti un podcast il y a quelques semaines qui s'appelle Contre-soirée où elle aborde toute seule des sujets intimes. Vous à l'inverse, vous avez produit donc Première fois avec Clara Mars. Où là, en fait, dans le podcast Première fois, Clara Mars interroge des personnalités publiques sur des confidences intimes. Ils reviennent sur des sujets comme le cyberharcèlement, la sexualité, etc. Il y a pas mal de sujets qui sont abordés. Nous, ce qu'on voulait savoir, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi de traiter ces thèmes liés à l'intime avec d'autres personnalités publiques, donc que Clara Mars ne le fasse pas toute seule. Et deuxième question, est-ce qu'il y avait une volonté de démocratiser et d'humaniser ces sujets via le podcast en utilisant donc des personnalités publiques qui portent ces grands sujets? Alors la réflexion sur faire intervenir d'autres personnes que simplement le host, c'est une réflexion qu'on a eue avec Amazon Music. Le podcast est disponible exclusivement sur cette plateforme. Et avec Clara, c'est-à-dire que Clara connaît parfaitement sa cible et c'est aussi l'avantage d'avoir travaillé avec elle, c'est que elle connaît parfaitement son environnement, les gens qui la suivent, sa communauté, et donc elle savait aussi que elle voulait produire quelque chose d'assez inspirant où on aborde effectivement des thématiques différentes. Ça va des relations toxiques à l'acceptation de soi. Et pour
pour avoir de la légitimité à en parler, pour aussi avoir un ton assez confidentiel, elle s'est dit qu'elle allait s'entourer de ses amis aussi influenceurs, ce qui a permis d'avoir tout de suite une discussion assez décontractée et donc d'avoir quelque chose, disons, d'assez inspirant. C'est assez, on peut rentrer vraiment dans l'intimité. C'était tout l'objet du podcast. On a même réfléchi aux endroits dans lesquels on enregistrait notre podcast. On a choisi à chaque fois des studios de musique dans lesquels les invités et Clara étaient tout à fait à l'aise. Et d'un coup, la discussion devenait plus tellement un talk show, c'était vraiment une discussion entre amis. Et donc la cible, c'est un jeune public, c'est des teenage jeunes adultes, et ils peuvent se projeter, se reconnaître dans les parcours de chacun. La diversité de la parole était assez intéressante, oui, pour humaniser, pour inspirer. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait intervenir la communauté de Clara à plusieurs. Il y avait toujours la séquence communauté dans les podcasts parce que c'est aussi chouette de partager tout ça et de se rendre compte qu'on n'est pas seul à traverser des étapes. Et voilà, l'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose d'inspirant et d'accessible. Et puis c'est ça aussi, c'est avec l'audio, on peut justement avoir accès à l'intimité et à quelque chose de très authentique et spontané. Merci Axel. Vous, Rose et Marjorie, je m'adresse à vous. À la suite de l'interview sur le podcast 40, Double Monde et vous avez décidé de créer votre propre podcast. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la jeunesse de ce projet-là et surtout nous en dire un peu plus sur ce projet ? Oui, bien sûr. Dans 40, on a l'habitude de donner la parole à beaucoup d'anonymes puisque c'est une histoire de bascule et que à la quarantaine, voire plus ou voire moins, on a de plus en plus de bascules comme ça qu'on vit. Et c'est vrai qu'on est tous un peu finalement des célébrités de notre propre histoire. Donc, c'est aussi bien de donner la parole à tout le monde. Tout le monde a une histoire à raconter. Mais c'est vrai que quand mon associé m'a dit, écoute, je crois qu'on peut approcher Rose. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, ça peut effectivement être non seulement intéressant vu l'histoire qu'elle a avec son livre Kérosène et tout ce qui lui est arrivé, mais c'est aussi peut-être un moyen, je suis désolée, je te le dis clairement, de faire un peu booster les écoutes. D'accord. Et du coup, voilà, on a appelé Rose, on en a discuté. D'abord, on n'a pas fait l'interview tout de suite sur 40. Et puis très rapidement, elle me dit, écoute, moi, après avoir écrit le livre, je me suis dit, vu qu'il m'est arrivé d'autres choses un peu compliquées, j'ai commencé à écrire un journal intime où je racontais un peu mes histoires de tous les jours. Et je me suis rendu compte que, au fur et à mesure, je pourrais peut-être raconter quelque chose sur ma contre-addiction. C'est comme ça que va s'appeler le podcast qui sort le 25 septembre. Et donc, est-ce que ça t'intéresse? Et je lui dis, bon, oui, pourquoi pas, on verra bien. Et en fait, elle arrive avec 10 pages de podcast. Et là, je fais, ah oui, d'accord, oui, là, c'est intéressant. Et donc, produire quelque chose qui est déjà extrêmement pensé, ça m'a paru non plus cette idée de la célébrité, mais aussi d'un vrai contenu intéressant. Voilà. Oui, il faut savoir qu'il y avait eu le confinement, donc j'ai eu le temps en fait de rédiger un projet. J'avais eu cette idée parce que en fait après le livre Kérosène qui parlait de mes addictions et de comment j'avais réussi à m'en sortir, j'ai reçu énormément de courriers de personnes qui finalement en fait avouaient eux-mêmes être addicts, qui avaient envie d'en sortir et qui me demandaient de l'aide et j'avais aucune légitimité à aider qui que ce soit. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. J'ai pas les mots encore là pour aider. En fait, je me suis dit que je voulais que ces gens-là rencontrent tous les gens que moi j'avais rencontrés pour sortir des addictions et tout ce que j'avais fait moi, que ce soit du yoga, des psychiatres, des addictologues. Et j'ai eu envie de faire ce podcast qui s'appelle Contradiction avec un trait d'union parce que c'est les addictions, les contradictions, c'est-à-dire les solutions, et puis aussi pourquoi on est accro, c'est les contradictions qu'on a en nous, quoi. Et c'est la première personne à qui j'ai présenté ce projet, voilà, et c'est grâce à 40 en fait. C'est une jolie, c'est une jolie histoire. On est content. On a hâte de l'écouter quand il sortira au mois de septembre. Einara, donc comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes la présidente d'Audible, qui est un diffuseur et créateur de séries audio et documentaires audio. Et donc récemment, vous avez créé le documentaire
La Divine Comédie avec la célèbre écrivaine Amélie Nothomb. Pour résumer un petit peu, dans ce documentaire, Amélie Nothomb revient sur son enfance, son adolescence sous le prisme des mythologies. Donc, des mythologies, on le précise bien. Nous, on voulait savoir, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce documentaire audio et comment est-ce que vous êtes entré dans l'intimité d'Amélie Nothomb en parlant d'un sujet qui la passionne, c'est-à-dire les mythologies? Alors, pour parler du podcast, c'est un documentaire audio qui est construit à la manière d'un documentaire audiovisuel dans son format. C'est un documentaire qui est long, qui fait près de 5 heures. Donc, chaque épisode va durer une vingtaine de minutes. Et alors, on a travaillé avec Amélie, comment on peut travailler sur un format documentaire audiovisuel, donc avec une trame narrative et beaucoup d'authenticité, de spontanéité dans le propos d'Amélie, qui en fait nous emmène en voyage avec elle des enfers au paradis, avec toute la mythologie qui est une vraie passion en fait pour Amélie Nothomb. C'est une passion qu'on va retrouver dans tous ses romans, c'est ce qui l'anime au quotidien. Et jusqu'à présent, elle ne s'était pas exprimée sur cette passion parce que c'est une personne qui est très réservée, très timide, qui ne veut surtout pas jouer de son image et que du coup le format audiovisuel va complètement renfermer, inhiber. C'est pour ça que vous la voyez très peu à l'image. Et là, le format son l'a complètement libérée, un champ des possibles qui s'est ouvert, où en fait elle s'est elle-même surprise à, comme vous le dites, livrer des choses d'elle. C'était pas le propos du départ. Et elle a commencé à raconter sa vie effectivement sous le prisme des mythologies. En se rendant compte un peu après coup, mais en se disant mais est-ce que j'en ai dit trop? Est-ce que je vais pas embêter l'auditeur à lui raconter ma vie? On dit non, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est l'intimité. Et pour rendre ce propos juste et intime et vraiment immerger l'auditeur dans ce voyage de la mythologie, on a travaillé à une mise en scène sonore. C'est-à-dire qu'on a travaillé notamment à la prise de son en binaural, de la prise de son en terrain aussi. Donc on accompagne Amélie dans ses visites au musée Rodin. On est à côté d'elle avec un son spatialisé qui nous permet vraiment d'être au plus proche de ce qu'elle vit, de ses émotions et de les vivre avec elle. Merci beaucoup, Ainara. Pour continuer cette discussion, on vous propose de passer à la seconde partie où on va parler du processus d'écriture d'un podcast avec une personnalité publique et surtout l'incarnation de cette personnalité sur le podcast. Alors, Sarah Trey-Stéphanie, comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes autrice et comédienne et vous avez produit le podcast Frouch. Il va y avoir une 3e saison très prochainement avec Paradiso Média. Et on voulait vous poser la question, comme vous êtes autrice et comédienne, comment est-ce que vous avez intégré l'improvisation théâtrale dans l'écriture de votre podcast? Parce qu'on voit que grâce à ça, ça rend vraiment l'œuvre très immersive. Et quelle a été votre attente en termes d'accompagnement avec Paradiso? Alors, pour l'improvisation, ça s'est fait assez naturellement parce qu'en fait, je fais de l'impro depuis toute petite. Et à l'époque, j'étais professeure au cours Florent. Et en fait, il y a un truc qui est vrai et que j'avoue, c'est que j'ai beaucoup de mal à apprendre mes textes quand je suis employée sur certains courts-métrages ou autres. Et du coup, quand j'ai découvert les podcasts, je me suis dit, il faut absolument... Je voulais parler d'intimité, c'est vrai aussi. Je voulais que l'auditeur et les auditrices se sentent vraiment proches de l'histoire et de la personne qui la raconte. Et je me suis dit, en fait, il faut pas qu'il y ait de texte parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de comédiens qui souvent n'arrivaient pas à s'approprier le texte. C'était pas leur mot et on le sentait. Et du coup, je me suis dit, on va faire un déroulé ultra précis avec des potes à moi qui sont comédiens et qui sont très, très forts en improvisation. Et je leur dis, voilà ton personnage. Par contre, voilà, tout le taf se fait vraiment en amont sur la description du personnage, la description de l'arche narrative, ce qui va se passer, voilà, les instants clés. Et en fait, ça a marché. Pour le premier épisode avec l'agent joué par Margot Revollet, ça a marché. On a fait 8 prises différentes, mais c'est là où je me suis dit l'impro, ça marche en fait. Et c'était jouissif, quoi. Donc, et en plus, c'est différent dans un podcast d'entendre de l'impro. Ouais, c'est ça. Et comment vous avez travaillé en duo avec Paradiso Donc la saison 1, je l'ai fait toute seule et ensuite ça a été produit par Paradiso. Et en fait, ils me laissent quasiment carte blanche. Ils me font vraiment confiance. Même là, on doit organiser un événement pour la sortie de la saison 3 et ils me laissent être très créative et ça, c'est génial. Et
Et voilà, moi, ce que j'attendais d'eux, c'est qu'ils m'amènent une sorte d'envergure avec les guests notamment. Et comment ça se passe? Du coup, moi, j'ai travaillé pour la saison 2 avec Léa Bobil, qui est productrice de fiction. On travaille. Moi, je propose tout un déroulé pour la saison. Ensuite, elle me dit, là, c'est pas mal. Là, tu peux boucler comme ça. Enfin, elle m'aide un peu comme un script docteur. Et ensuite, on réalise avec un ingé son, avec des monteurs, des mixeurs, etc. Enfin, il y a toute une équipe du coup qui m'aide là-dedans. D'accord. Voilà. Ainara, on voulait revenir avec vous sur la dernière création audio avec le youtubeur Louis San, justement pour l'œuvre qui s'appelle Jiken, Horreur au Japon. Quel processus d'écriture vous avez mis en place pour écrire avec un youtubeur qui est très habitué à la vidéo? Comment on écrit un podcast avec un youtubeur? Alors on a dû tout inventer ensemble et il a beaucoup souffert. Et il le dit, il a fait une vidéo, il explique ces nuits blanches causées par cette espèce de grosse remise en question d'un coup, parce que Louis San, c'est un YouTuber, c'est un cinéaste, c'est un auteur de talent qui produit des vidéos qui sont très écrites déjà sur YouTube et qui marchent très bien. Or le passage à l'audio nécessitait encore une autre forme d'écriture qui était nouvelle et à laquelle il ne s'attendait pas. Donc on a travaillé pendant 6 mois à trouver le bon ton, la bonne approche dans l'écriture et notamment à travailler ensemble, à lui apprendre à écrire. Je parlais de binaural tout à l'heure, donc de son spatialisé. Jiken, Horreur au Japon. Ce sont des faits divers réels qui se sont produits au Japon et où on a reconstitué l'ambiance sonore japonaise pour une immersion totale. Et la plupart des épisodes sont justement enregistrés en binaural de façon à ce que Louis San parle vraiment à l'auditeur et l'immerge. Et le fait de changer de paradigme dans l'écriture et de décrire en fait à la place de l'auditeur qui sera complètement central, ça nécessite une expertise très spécifique et une très grande compréhension de cette technologie. Donc on a eu beaucoup de travail ensemble en studio pour lui montrer le potentiel de cette technologie et lui apprendre. Et au fur et à mesure, quand on enregistrait, on s'autorisait aussi à retravailler le script petit à petit pour le rendre le plus réaliste possible. Et c'est cette année notre plus grand succès sur Audible. C'est un titre qui a dépassé les 500 commentaires, qui a 5 étoiles. Donc c'est 5 étoiles sur 5. Donc il y a un énorme plébiscite de la part des auditeurs et auditrices. Merci beaucoup, Ainara. Rose et Marjorie Murphy, on va revenir également sur le podcast Contradiction. On va commencer par Rose. Comme vous êtes autrice-compositrice, ça fait des années que vous écrivez des chansons. Comment en fait se passe le processus d'écriture? Enfin, en quoi ça diffère avec le processus d'écriture d'un livre quand vous avez rédigé le podcast, par exemple? Enfin, pour moi, ça n'a rien à voir. Vraiment, c'est un métier que j'ai jamais fait et que vraiment je ne connais pas. Ce qui diffère déjà, c'est qu'il y a quelqu'un derrière moi qui me drive et qui attend des choses et qui me demande des choses, alors que moi, je peux tout à fait rester à rien foutre pendant des semaines chez moi sans aucune gêne. Là, je suis obligée de rendre des choses, voilà. Et puis, en fait, là, moi, le podcast, il tient sur des invités. Donc, les invités, moi, je fais des recherches. Je me transforme un petit peu en rat de bibliothèque, alors que, en fait, je sais pas faire ça. Et j'ai découvert une passion, en fait, là-dedans. C'est que dès qu'il y a un sujet qui m'intéresse, moi, j'ai un problème, c'est que je creuse et je m'arrête plus. Et je vais un peu trop loin. Donc, au début, elle a dû m'arrêter pour me dire, alors, on va pas faire une thèse, en fait, sur ce sujet-là. Tu peux tout à fait il faut que je lise tous les bouquins du mec. Il en a écrit 8, c'est pas grave. Donc voilà, il y a énormément de recherches avant l'écriture. Et en fait, je suis quelqu'un qui répète jamais. Par exemple, là, hier, on a voulu un petit peu répéter qu'est-ce qu'il aurait pu y avoir comme question et tout. Je ne peux pas supporter préparer quelque chose parce que c'est pas dans ma nature. Donc, souvent, je me laisse aller au fil de l'épisode. Comme je connais très bien le sujet puisque je l'ai creusé, eh bien, je me sens à l'aise. Voilà. Et comme je n'ai pas de gêne, j'y vais et j'écris après. Les introductions, les conclusions, je soigne ça pour donner envie en fait et pour que les gens comprennent de quoi il en retourne et surtout qu'ils se reconnaissent
dans l'intitulé, en tout cas de l'introduction. Parce que vous disiez tout à l'heure que vous étiez arrivé avec un gros paquet quand vous avez préparé le podcast, mais comment est-ce que vous l'avez écrit et ensuite quel a été l'accompagnement de Marjorie au final chez Double Monde? Mais moi, c'était un petit peu une utopie dans ma tête. C'était tiens, ça serait bien un jour de pouvoir inviter des gens, mais même j'imagine même une émission de radio, même au-delà du podcast. Inviter les gens que j'aime, tous les livres que j'ai lus, parce que voilà, je lis beaucoup. Je disais tout à l'heure à Inara que je pense que je fais partie des grands lecteurs Audi, puisque j'ai gagné des médailles. On me donne des médailles, on me dit vous êtes un lecteur. Comment ça s'appelle le grand lecteur? Non, il y a un mot. Je suis désolée, tu ne connais pas. Il y a un mot qui te dit que tu fais partie de ceux qui lisent le plus en France. C'est moi. Et donc on me propose sans cesse de racheter des crédits audio. Je les achète et je lis encore plus. Donc, c'était quoi la question? Non, la question c'était comment est-ce que tu as. Voilà, et c'était pour moi, c'était merveilleux de me dire tiens, je vais pouvoir recevoir les gens dont j'ai lu les ouvrages et que j'ai adoré, mais je suis partie vraiment dans tous les sens, sans vraiment une ligne directrice. Et puis, je ne savais pas comment, moi, incarner mon personnage ou justement me mettre en retrait. Est-ce que je devais à chaque fois dire moi aussi, j'étais accro à la cocaïne? Non. Je n'étais pas forcément obligée de le dire à chaque fois. C'était pas une très bonne idée. Donc, Marjorie m'a un petit peu, voilà, comme vous pouvez voir, je peux m'enflammer. Elle est, Et Marjorie, en termes d'accompagnement audio, comment ça s'est passé vraiment techniquement parlant chez Double Monde? L'idée, c'est que il faut, si on veut être dans l'intimité dont on parle tout à l'heure, et elle parle quand même de quelque chose de très intime là, d'histoires particulières. Et de ses histoires et de celles des autres. Donc, fallait pas un truc trop formaté, fallait justement la laisser libre, puisque on peut voir qu'elle a une grande personnalité. Mais en même temps, elle s'enfermait toute seule dans un truc très formaté. Donc, au début, elle avait des intros de 10 minutes, enfin, j'exagère, ultra intellectualisées. Et je lui ai dit, alors là, pas du tout, c'est pas ça un podcast. L'idée, c'est que les gens, ils se reconnaissent ou pas, ou qu'ils apprennent des choses, mais que ce soit dans de la conversation. C'est ça le plus important. En revanche, ce qu'ils veulent, c'est entendre aussi Rose raconter ses histoires, parce que il y a d'abord les fans, d'où le prétexte de la célébrité, mais il y a ceux qui ne la connaissent pas aussi, et puis il y a ceux qui peuvent aller dans la drogue ou autres qui se disent il faut pas que j'y aille. Enfin, ça touche beaucoup de monde. Donc, il faut que ce soit le plus simple et le plus abordable, accessible pour tout le monde. Donc, on a nettoyé un peu, mais comme elle avait tellement travaillé, après, il n'y a plus besoin du papier, là, on peut le jeter. Tout ça, il est dans ta tête. Maintenant, tu te lances, tu discutes avec la personne. Nous, c'est pareil que vous, c'est très dans des divans, coolos. Voilà, on est dans le salon, mais on parle de trucs ultra sérieux, par contre. Enfin, ultra sérieux, c'est-à-dire que vital, quoi. Vitaux, pardon. C'est-à-dire des choses où faut pas déconner, quoi. Il y a un moment donné, il faut une contradiction, c'est quand même important. Et c'est là où aussi, c'est ça qui est chouette avec elle, c'est qu'elle n'en fait pas un truc glauque du tout, ni prenant. On est encore une fois dans la conversation et dans chercher ensemble des solutions. C'était ça? Oui, c'était ça la question. Je suis pas très bonne dans les questions ciblées là. Non, mais c'est intéressant en plus ce que vous dites, parce que vous disiez que vous avez intégré aussi le témoignage de Rose. On le sait qu'il a déjà été intégré dans le podcast 40, mais comment est-ce que vous l'avez mis aussi dans la contradiction? Là, c'est à travers ces questions. D'accord. Pour l'instant, on va peut-être revenir, pour ceux qui ne la connaissent pas, on reviendra peut-être sur des moments de sa vie, juste elle toute seule ou pas, mais c'est pas ça l'idée. On n'est pas sur un podcast sur la vie de Rose, c'est pas ça. Rose, ce qu'elle veut, c'est trouver des solutions. Bon, je vais te laisser répondre à ça quand même, parce que c'est toi. Ce que je veux, moi, qu'est-ce que tu veux? Non, je veux vraiment, en fait, par le biais de tout ce que j'ai connu, et j'ai quand même, en tout cas, ce sentiment d'avoir fait beaucoup d'expériences, puisque c'est ma façon de vivre et d'évoluer. J'évolue en me plantant depuis toute petite, donc je me suis beaucoup plantée pour avancer. Et quand on se plante, on doit trouver des solutions pour remonter. Voilà, moi j'ai vraiment une vie à rebond. Je tombe, je remonte, je tombe, je remonte.
heureusement, je retombe jamais aussi bas, mais voilà. Et c'est vraiment les addictions. Je me suis rendu compte qu'elles faisaient partie de la vie de tout le monde. Et on parle d'addiction quand on va parler, mais même d'addiction au numérique ou d'addiction à l'adrénaline, à l'entrepreneuriat, à la séduction, au sexe, voilà, ou même le binge watching comme on fait tous. Comment un petit peu remédier à ça et à quel moment on souffre en fait. C'est-à-dire que s'il y a souffrance, c'est qu'il y a addiction. Voilà. Et donc, c'était d'aider les gens. J'ai toujours pas répondu à la question. Et juste pour terminer, donc pour l'instant, il n'y a pas un épisode où elle raconte sa vie. Et je ne sais pas si ça arrivera, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'à travers ces questions, à travers ces discussions avec ses invités, on apprend effectivement des moments de sa vie. Et ça, je pense que c'est hyper important parce que c'est là-dessus qu'elle se base pour pouvoir en discuter. Exactement. L'expérience, de toute façon, fait toujours la conversation. Exactement. Axel, j'aimerais revenir avec toi sur le podcast Première fois. Vous l'avez coécrit donc entre Clara, Mars, donc Paradiso Media et Amazon. Déjà, pourquoi vous avez choisi le format audio et quelle place vous avez accordé à Clara dans ce podcast? Le format audio, je dirais que c'était interview. Le format interview, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, on voulait que la parole soit vraiment partagée. Clara avait envie de raconter plein de choses et d'être entourée de proches pour pouvoir raconter tout ça. Donc, on a eu tout un tas d'influenceurs qui aussi qui sentent une responsabilité de véhiculer un message positif, de parler de tout pour décomplexer les jeunes et toute leur communauté, enfin les jeunes qui les suivent. Donc ça nous a paru assez évident. En revanche, je rejoins Marjorie parce que nous, l'idée, c'était de créer une conversation, quelque chose d'assez chaleureux, d'où le cadre, l'importance du cadre, etc. Et c'est aussi un gros travail éditorial en amont, puisque c'est ça, il faut décortiquer tout un tas de choses, écrire des conducteurs, des introductions, on pourrait interviewer les invités, etc. Il y a tout un travail en amont qui était important et Clara s'imprégnait de tout ça. Et après, une fois que tout était préparé, lors des entretiens, le conducteur on l'oublie et puis du coup on n'a plus la structure et c'est pas une interview classique, c'est vraiment créer un cadre chaleureux, inspirant et c'est une discussion entre amis. C'est en fait l'auditeur se place à côté d'elle ou d'eux sur le canapé et il participe à la discussion et c'était juste ça, avoir quelque chose de vraiment très accessible pour pouvoir s'identifier et véhiculer ce message assez positif. C'est tout ça. C'est l'idée du podcast quand même. À la différence d'émissions de radio, c'est que on peut prendre le temps ou pas, mais de se parler vraiment comme dans la vie. Donc, exactement. Je pense que c'est important de le rappeler toujours, que ce soit des célébrités ou pas. Exactement. C'est un média. On dit toujours que le podcast c'est le média de l'intime. Déjà, l'oreille et l'audio, ça a un rôle extrêmement important. Et c'est vrai que dans le cas du podcast de Clara Mars, on voit on voit déjà qu'ils sont amis, on le ressent parce qu'elle va dans le fond des questions. Et c'est rare aussi que des célébrités comme par exemple Flora Coquerel se livrent autant. Oui, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de filtre. En fait, on n'a pas peur de poser telle question ou de se livrer sur tel ou tel sujet parce que ils se connaissent et donc il y a cette complicité-là et qui était importante pour parler de tous ces sujets. Il y a des sujets vraiment intimes. Quand Flora parle du harcèlement, elle va loin et je ne sais pas si elle l'aurait fait avec un inconnu ou une inconnue. Et surtout, est-ce qu'elle l'aurait fait en vidéo, par exemple, parce qu'il y a pas mal d'influenceurs qu'elle a interrogés. Et ça rejoint aussi ce qu'on se disait avec Ainara. Tous ces youtubeurs, influenceurs, ils vont pas forcément se livrer autant si c'est en vidéo. Oui, c'est ça. Ils sont habitués à ce monde d'image aussi. Et donc, c'est intéressant pour eux aussi de se confronter à autre chose. Et voilà, et sur le travail éditorial, en tout cas, on était en communication constante avec Amazon, avec Sarah Meffer. Et voilà, il y avait cette relation-là aussi en toute transparence. On avançait, on échangeait sur les scripts. Et Clara s'est vraiment approprié les scripts en proposant des petites séquences. On avait une rubrique pop culture dans laquelle elle parlait des séries qu'elle voyait, des films, des livres, des chansons qui l'inspiraient lorsqu'elle allait pas bien ou voilà, enfin tout un tas de rubriques qu'elle proposait et qui ont fait vraiment ce podcast, son podcast à son image et avec les valeurs qu'elle voulait véhiculer. Ouais. Il y aura une saison 2 alors? Ah bah je sais pas.
Passons donc à la troisième partie de cette table ronde. C'est utiliser donc les célébrités, les personnalités publiques. Est-ce que c'est un moyen de démocratiser les podcasts et d'accélérer leur développement? Sarah, j'aimerais revenir avec toi sur le podcast Fruitch. Tu as réalisé la première saison seule, la deuxième saison pardon seule, et La première saison seule et la saison 2 avec voilà. les guest stars. Ouais. Est-ce que il y a eu une différence dans le côté est-ce que tu as vu des différences entre la première saison avec des personnes pas connues et la saison 2 avec des guest stars? Alors, au niveau de quoi? Au niveau des audiences, de la perception, est-ce que tu as eu déjà une perception différente par rapport au traitement du sujet, aux choses que tu abordais? Je sais pas si j'ai vu une vraie différence parce que à partir du moment où on a produit ça avec à Paradiso, je leur ai laissé la partie chiffres et donc je m'en occupais plus. Mais en tout cas, d'avoir des guests, c'est sûr que ça a donné de l'envergure au podcast parce que du coup, l'idée aussi, c'est qu'ils relaient l'information. Nous, on fait de la communication sur Instagram. J'essaie de faire des petits sketchs immersifs avec eux, etc. Donc, parfois, ils relaient, parfois non. Donc, c'est un pari de prendre des guests. Mais moi, si je voulais des guests, c'est très égoïstement pour avoir le plaisir de jouer avec des gens que j'admire énormément et aussi enfin, à l'époque, quand j'avais écrit ça avec ces guests, etc., j'avais été vraiment très surprise et très admirative de la série 10% où on faisait jouer des guests qui jouaient leur propre rôle. Et là aussi, je trouvais qu'il y avait une intimité parce qu'on se disait, mais qui sont-ils vraiment dans la vraie vie? Alors que c'est pas la vraie vie, mais ils jouent leur propre rôle. Et je trouvais ça vraiment fascinant. Et du coup, c'est ce qu'on a fait dans la saison 2 où je crois que c'est la majorité des guests jouent leur propre rôle en jouant sur les curseurs. Par exemple, JP Zadi joue un personnage affreux, mais c'est lui qui, dans l'improvisation, qui l'a fait décliner de cette façon. Et du coup, voilà, je sais pas du tout, j'ai digressé de fou, mais bon. Je sais plus. Mais eux, ils avaient un script ou comment ça se passait en fait? Ouais, on leur envoie avant un script avec JP Zadi accueille Sarah, il est pas content, bon c'est mieux dit, hein. Il fait la gueule, Sarah essaie de s'excuser. Enfin voilà, tout est ultra détaillé et comme je disais tout à l'heure aussi le personnage. Et au niveau des retours, est-ce que, par exemple, parce que même si vous n'avez pas les audiences, mais est-ce qu'au niveau des retours du public sur Instagram, est-ce que vous avez plus de retours en ayant des célébrités ou pas? Alors, moi, je compte ça aussi par rapport aux abonnés sur Instagram parce que c'est quand même quelque chose de tangible. C'est que oui, après la saison 2, il y a eu un plus gros succès, je pense, grâce aux guests, oui, c'est sûr. Donc, plus d'abonnements, plus de retours aussi sur ces vidéos, sur ces sketchs et voilà, et plus de personnes qui étaient intriguées par cet ovni un peu de Fruitch. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux, si les gens sont vraiment méchants avec moi, si je suis en dépression. Voilà. Mais c'est vrai qu'on se pose la question au début quand on ne sait pas. Oui, c'est ça. Mais tout est, enfin non, pas tout, mais quelques trucs. Et en termes d'audience, on va plus s'adresser aux productrices et diffuseurs. Est-ce que vous avez vraiment vu un boost d'audience avec des célébrités vs sans célébrité? Alors, nous, sur 40, clairement, ouais, bien sûr, mais surtout quand ils jouent le jeu de relayer. Ça, c'est très important. Ils le font pas tous parce que parfois, ils se rendent compte après coup qu'ils ont été énormément dans l'intimité et que finalement, ils veulent pas le partager, ce qui est un petit peu décevant pour nous, mais en même temps, on est hyper content de les avoir eus et d'avoir pu donner quand même la parole. Donc, peu importe, hein, franchement. Mais c'est vrai que c'est quand même plus... Ça donne un boost forcément hein, qu'ils puissent le partager. Après, sur le côté animateur, le podcast de Rose, on peut pas vous dire encore puisque ça va sortir. Mais on voit bien que quand même, il y a un petit frémissement déjà à chaque fois que j'en parle aux gens. Ils me font ah. Donc ça veut. Après pour le public général, on verra bien. Mais et puis le sujet est quand même très important et très intéressant aussi. Donc en tout cas, on y croit. C'est donc voilà, advienne que pourra, mais moi je suis hyper heureuse de le faire, donc c'est déjà ça qui est important. Oui, alors sur la partie création originale,
c'est un peu un coup à deux bandes, c'est-à-dire que plus le casting, plus les talents seront célèbres, plus l'intérêt des médias va se porter sur cette production, plus on va en parler et plus les contenus vont être écoutés. Donc je dirais que c'est vraiment dans cette dynamique-là. Et en ça, je distingue un petit peu notre autre activité sur les livres audio, où sur les livres audio, finalement, ça ne joue pas. C'est-à-dire que ce qui joue, et on en parlait avec Rose, c'est le talent, l'excellence des comédiens, des comédiennes, qui sont d'ailleurs souvent des comédiens et comédiennes du cinéma, du théâtre, du doublage. C'est avant tout l'adéquation entre la voix et le texte qui va être le critère principal de sélection de nos auditeurs. Axel, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit sur le relais. C'est ce qui est important aussi, voilà, dès lors qu'on fait appel à des personnalités. Nous, on est sur d'autres podcasts. On a donc Clara Mars sur Première Fois et aussi Mike Horn sur Audible ou Balade mentale dans La Nouvelle Odyssée de l'espace. Donc oui, il y a un vrai intérêt là-dedans dans le relais et je pense que ça peut démocratiser le podcast dans le sens où une cible qui n'était pas tout à fait habituée à consommer ce média peuvent d'un coup avoir un intérêt et se renseigner. Et puis il y a des contre-exemples, c'est que le podcast a fait émerger aussi des talents qui sont devenus des personnalités grâce au podcast. Je pense que l'enjeu derrière tout ça, ça reste trouver des sujets forts, les voix pour le faire et voilà, faire du contenu de qualité. Voilà. Ouais, et du coup, pour rebondir, effectivement, tu mentionnes Mike Horn, qui est une production donc Paradiso pour Audible. On a fait La Couve et 6 pages dans Le Parisien. Ah ouais. Donc voilà, effectivement, le documentaire a très bien fonctionné, mais c'est cet effet très vertueux en fait de ces personnalités qui incarnent, qui endossent complètement le projet. Et juste, si je peux me permettre, comme tu le disais, comme vous le disiez, pardon, Axel, je sais pas si on se voit ou si on se tutoie. On peut se tutoyer. Mais on pensait justement avec Myriam, on sait que YouTube et les réseaux sociaux, ça a créé des stars au final, donc les influenceurs, etc. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les podcasts vont créer des stars ou des célébrités, des personnalités publiques, ou alors il faudra vraiment utiliser ces célébrités pour le démocratiser complètement comme aux États-Unis? Bon, je pense qu'on voit émerger des personnalités grâce au podcast. Par exemple, Free From Desire, qui est un podcast Paradiso. Mais il y a d'autres exemples, Clémentine Gallet avec Bliss. Donc voilà, et par exemple, Aline, Free From Desire, a fait la une de Télérama. Je pense que c'est aussi beaucoup pour le sujet qu'elle traite. Mais donc voilà, on voit effectivement émerger des personnalités, enfin en tout cas, une certaine reconnaissance sur certains sujets, ouais. Nous, dans 10 jours, on a Julien Cernobori dans 40. Bon, c'est celui qui fait Cerno. Voilà, ça forcément, et qui va nous raconter la vie, la mort, ce qui est quand même le sujet principal de Cerno, mais là, pour le coup, de sa vision à lui. Et forcément, on se dit, moi, j'aimerais écouter 40. Enfin, j'arrête pas de l'écouter, mais je veux dire, en tant qu'auditrice. Moi, j'ai hâte de l'écouter. Parce que ce gars-là, c'est un personnage, quoi. Ouais. Et il est devenu, il était pourtant journaliste depuis 25 ans, hein, on a le même âge, mais c'est le fait qu'il fasse enfin ce qu'il voulait faire, lui, dans un podcast, qui fait qu'il est devenu presque une célébrité, oui, on peut le dire. Une icône, c'est une icône des podcasts. Hein. Et donc, et c'est touchant de voir ça, parce que on se dit, non, mais donc en fait, quand on finit par faire ce qu'on veut vraiment et qu'on y arrive, c'est pas toujours évident non plus. Et ben voilà, on a, et lui, il s'en fout d'être une célébrité, mais il partage des choses qui sont tellement la vie. C'est extraordinaire, donc la voir dans 40 après Rose, c'est génial. On a hâte de l'écouter en tout cas. Je sais pas si Ainara voulait peut-être rajouter quelque chose. Oui, moi je voulais dire aussi qu'il y a au-delà il y a aussi des personnalités dans d'autres types de métiers qui vont émerger, qui sont en train d'émerger. Et nous, dans ce qu'on fait, notamment la fiction sonore, le documentaire sonore, c'est des nouveaux métiers. Le métier de directeur artistique d'une fiction sonore, même le scénariste d'une fiction sonore, c'est des métiers qui émergent, et il commence à y avoir des personnalités qui émergent aussi dans cet univers. Je pense
au scénariste Frédéric Petitjean, par exemple, qui a scénarisé Killer Social Club, qui est une fiction chez nous. C'est un scénariste qui a travaillé aux États-Unis sur des séries comme Six Feet Under, qui a travaillé chez Pixar, etc. Et qui se spécialise et qui forme des nouveaux scénaristes et qui lui-même, en fait, aussi, devient potentiellement une personnalité reconnue dans cet univers. Je pense que si vous avez des questions à poser à notre panel présent, on serait ravis de pouvoir y répondre. C'était passionnant en tout cas. Comment ? Oui, finalement, on s'est tellement timé que, au final, on a encore un peu de temps. On peut aller dans le détail. Alors maintenant, ça va nous permettre de continuer. Peut-être que Rose et Marjorie pouvaient présenter plus précisément le podcast Contradiction qui va bientôt sortir. Ça peut être intéressant de parler des actualités que chacune vous avez. Déjà enregistré des épisodes. Oui, on a déjà enregistré des épisodes. Même par rapport aux personnalités, on disait qu'il y a besoin de célébrités. J'avoue que même moi, pour mes épisodes, je voulais pas que des gens connus, et en même temps, on se dit toujours, on a ce petit truc en nous qui dit, ce serait bien d'avoir machin. Mais pareillement, c'est pour me faire plaisir parce que j'ai adoré la personne et que j'aimerais par exemple faire un épisode sur la méditation et les addictions. Évidemment que j'aimerais recevoir Christophe André, voilà, parce que j'ai beaucoup médité avec lui. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de recevoir des médecins, des addictologues, ce genre de choses, pas ce genre de personnalité, mais aussi des gens connus qui sont sortis des addictions. Enfin, mon but, c'est pas d'aller voir des gens qui sont dedans et qui souffrent encore aujourd'hui, parce que le message va être compliqué à délivrer. Mais en tout cas, voilà, si jamais il y a des gens parmi vous, si vous avez des addictions, par exemple Sarah, alors, voilà, en fait, voilà, c'est ça, Contradiction. C'est vraiment n'importe qui, à n'importe quelle table, c'est ce qui s'est passé à chaque fois, pour chaque épisode. Chaque épisode me ramenait quelqu'un d'autre, parce que on me disait, mais j'ai mon ami qui s'est soigné par les 12 étapes, les AA, les NA, les alcooliques anonymes. Enfin, cette fraternité, on la connaît pas du tout en France, alors qu'aux États-Unis, il y a Brad Pitt, il y a Bradley Cooper qui sont là à dire, je suis abstinent depuis tant de jours grâce au AA. Et nous, ici, on n'en parle pas. Donc voilà, d'essayer de parler un peu des solutions. Mais je veux bien savoir, Sarah. Nous, en fait, oui, dans la saison 3 de Frouch, qui sort le 28 juin, on aborde justement des thématiques comme les TCA, qui sont les troubles du comportement alimentaire. Voilà. Et en fait, en discutant, parce que j'essaie vraiment de ramener des choses qui me touchent de près ou de loin. Et en discutant de cette addiction, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de femmes qui sont touchées par ça. Et c'est ultra tabou. C'est ultra tabou. Et c'est plus tabou que la drogue, je me suis rendu compte, parce exactement. que les gens ont vraiment honte. Alors que quand ils ont été cocaïnomanes, même héroïnomanes, ils se disent que c'était le produit qui était plus fort qu'eux. Exactement. Et ça, il y a le côté rock'n'roll. Alors qu'une nana a les doigts dans la bouche, on n'a pas envie de voir ça. Et même le rapport avec l'alimentation qui est qu'elle se fasse vomir ou non, c'est très mal vu, parce qu'on est dans une société où il faut mincir, faut avoir un rapport sain et tout. Et du coup, c'est. Enfin voilà, j'ai été très surprise de voir à quel point il y avait énormément de potes à moi qui avaient recevoir quelqu'un. Enfin, en tout cas, parler de ça, parce que cette injonction déjà, d'être mince, ça fait des années, on n'en peut plus, et on subit et on se détruit pour le faire. On a du mal à vivre avec cette injonction. Oui, c'est une addiction à la minceur, mais aussi tout simplement le fait de se dire, quand je me fais un McDo, je le fais en cachette. Exactement. Parce que franchement, les gens, ils sont tous avec leur Pokéball et leur machin. Non, mais en plus, même celle qui poste sur Instagram le Pokéball, elle bouffe en cachette son McDo, tu vois. Donc c'est ça qui est complètement fou, et donc de parler librement aussi moi, les troubles du comportement alimentaire, c'est un sujet pour moi. Et puis justement, les podcasts, ça aide en fait à libérer la parole aussi, parce que ça, on l'a pas assez dit peut-être au départ, mais les podcasts, ils libèrent complètement la parole. On a ce côté sans la vidéo, on sait pas qui parle derrière, donc ça peut être marrant aussi parfois qu'une célébrité prenne la parole, qu'elle le dise pas tout de suite, comme ça on s'en rend compte plus tard, et après peut-être que ça fait booster aussi les audiences, etc. Mais il y a vraiment tout ce côté intime
qui n'est pas abordé dans les médias traditionnels, parce qu'on voit tous les thèmes qui sont abordés dans chacun de vos podcasts. Même Amélie Nothomb, comme vous le disiez à Inara, c'est des thèmes qu'elle va pas aborder dans ses livres ou quand elle prend la parole à la télé. Donc c'est marrant de se dire qu'on part des thèmes tabous justement pour les démocratiser et les célébrités les démocratisent aussi, quoi. Donc ça c'est important que les ça, célébrités important de les le guests, rappeler, justement c'est là c'est là où c'est ultra justifié, c'est que on a envie que les célébrités parlent de cette intimité et disent même nous ça nous arrive et que ça soit décomplexant, quoi. C'est ça. Mais pour finir sur ce truc des TCA, quand je l'ai proposé à Paradiso, j'y suis allée du bout de l'orteil parce que je dis est-ce qu'on pourrait parler des TCA machin, mais c'est tellement le truc des addictions, c'est tellement une honte que c'est primordial dans ce domaine des podcasts et de l'intime d'en parler. Et maintenant, à chaque fois que j'ai une question que je trouve un peu chelou, je vais sur le moteur de recherche des podcasts et je me dis, je vais trouver forcément une réponse. Exactement. Et je ferai mon Maintenant, ménage je tape même pas dans Google. Ouais, c'est vrai, machin. Oui, voilà. C'est même plus dans Google. Je vais chercher le sujet qui me sur un diffuseur, et je vais écouter en faisant ma vie pour avoir des réponses. Exactement. Et c'est pour ça que ça donne vraiment envie. On trouve des réponses parce que c'est vrai que si quelqu'un demain a un problème avec je ne sais quelle addiction, il va peut-être taper ça dans les podcasts et il va tomber sur Rose et contradiction le 25 septembre. Exactement. Moi, j'avais une question justement, Sarah, sur les guests que tu peux avoir sur le podcast. Étant donné que c'est quand même assez original comme œuvre, quelle expérience et comment tu arrives à les séduire? Est-ce que tu les as facilement? Comment ça se met en place? C'est marrant parce qu'au début, avec Paradiso, on se renvoyait un peu la balle, genre non, c'est vous, non, c'est toi, tu les connais mieux. Et tout. Donc, on a un peu partagé. Mais en fait, j'essaie toujours d'y aller un peu avec, entre gros guillemets, ma fougue et ma maladresse en disant ça va être génial, l'impro et tout. Puis eux, ils me disent qu'il faut plus cadrer. Donc, on a trouvé un entre-deux. Mais à chaque fois, je me dis, putain, l'impro, ça peut trop leur donner envie. Et à la fois, c'est très casse-gueule. Ouais. Mais j'essaie d'être très sincère et je leur dis, de toute façon, le montage sauve tout. Ouais. Si vous êtes mauvais à un moment, même si nous, on trouve ça naze, on vous le dira pas, mais on va cutter. Et il y a vraiment un filet de sécurité. Et voilà, et les meilleurs ont accepté. Ouais. Tout simplement. Et j'ai une petite question par rapport à surtout les productrices. Pourquoi avoir parfois choisir des exclus sur un diffuseur, par exemple, vous avez choisi avec Clara Mars Amazon Music ou Spotify pour Fruitch. Est-ce que c'est une stratégie peut-être ça peut être intéressant d'avoir vos deux retours, peut-être Axel et Marjorie. On n'a pas d'exclus. Voilà, après, Ainara, vous êtes diffuseuse. Oui. Est-ce que c'est une stratégie aussi d'avoir un podcast uniquement, par exemple, sur Amazon? C'est-à-dire que si on le finance, effectivement, oui, c'est un podcast exclusif. Après, je pense que c'est surtout les lignes éditoriales des différentes plateformes ou différents diffuseurs, en fait, qui racontent l'histoire. Donc, voilà, nous, on va avoir une certaine ligne éditoriale, on sait à qui on veut s'adresser, on s'adresse à des gens qui sont plutôt des consommateurs de livres audio à qui on va faire découvrir autre chose, ce qui va être différent d'Amazon Music, qui va être plus dans la pop culture. Voilà, donc on a des profils d'audience assez différents qui nous mènent à des lignes éditoriales qui vont facilement rediriger les différents projets selon les diffuseurs. Oui, en fait, j'ai pas tellement plus à ajouter. C'est surtout du côté diffuseur, en fait, que effectivement, nous, on s'adapte à des lignes éditoriales. On avait ce projet-là auquel on croyait, on l'a présenté à Amazon Music, et puis voilà, on l'a développé ensemble, et voilà. Mais c'est surtout côté diffuseur. Il me semble qu'il y a une réflexion stratégique, en tout cas. C'est ça. Après, on se dit que les diffuseurs, s'ils misent aussi sur des célébrités, ça peut aussi faire monter déjà les audiences et aussi s'attacher à une plateforme. On voit que Spotify, ils le font très souvent. C'est pour ça que Sarah, t'es dessus, que ton podcast il est exclusivement sur Spotify. Mais ça, c'est vrai que c'est intéressant comme approche, mais ça va se développer de plus en plus. Et si on doit vraiment répondre par oui ou par non à la question, la fameuse question qu'on a depuis le début, est-ce que vraiment pour démocratiser le podcast, il faudra utiliser des célébrités? Si on doit répondre oui, non. Qui veut commencer? Moi, je dis non parce que je pense en effet que ça peut aussi être le phénomène inverse,
Et je pense que si on crée avec les bonnes voix le bon contenu, la personne peut devenir une célébrité. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est l'avenir comme de YouTube et des YouTubeurs. Maintenant, ce sera la podcasteur et puis les Instabookers. Et puis, enfin, voilà, aujourd'hui, ils incarnent vraiment quelque chose. Malgré nous, de toute façon, on va vers ça. Alors, célébrité, ça aide au début, mais l'inverse est possible. C'est pour ça que la réponse est ça dépend. C'est ce qu'on allait dire. Moi, après, on donnera notre avis toutes les deux, mais allez-y. Moi, j'allais dire qu'on a besoin d'ambassadeurs. Alors, ça peut être des célébrités, ça peut être des influenceurs, des prescripteurs. On n'est pas dans un pays où le marché de l'audio est à maturité. On est un marché émergent. Il y a beaucoup de réflexions autour de la monétisation. Comment on crée du contenu premium que les auditeurs vont être prêts à acheter. Moi, je crois qu'il faut vraiment avoir une approche par communauté, par centre d'intérêt, et en fonction de ces communautés, ces centres d'intérêt, oui, je pense que là, travailler avec des personnalités publiques, en tout cas des personnes influentes, va être un levier de notoriété, de découverte auprès de ces communautés, de démocratisation du format. Alors moi, je crois que, si on réfléchit en termes de relais sur les réseaux, j'ai l'impression que c'est pas parce que une célébrité va relayer que les gens qui ne connaissent pas les podcasts vont y aller. Je pense vraiment que la rencontre d'une personne avec le monde du podcast, ça se fait quand il y a une vraie rencontre qui se fait quand on est prêt à découvrir le monde du podcast. Et je crois que le podcast, ça effraie quand on connaît pas ce monde, en fait, parce qu'on sait pas, on se dit, putain, mais il y a que de l'audio, il y a pas de l'image, surtout dans l'ère de Netflix et tout ça. Et du coup, je répondrai, en sachant très bien que j'ai des guests dans mon podcast, mais je répondrai que ma réponse est non. Voilà. Moi, juste pour aller un peu dans ton sens aussi, c'est que pour moi, ce que j'ai compris du podcast depuis 4-5 ans, voire plus, que ça existe, c'est que tout le monde peut faire du podcast dans sa cave. Et je suppose que tu as un peu commencé comme ça. Exactement, ouais. Et que voilà. Donc, si on commence déjà à dire non, mais en fait, ça marchera que s'il y a des célébrités. Alors, tous les petits, ou pas petits d'ailleurs, vieux, jeunes, de tout ce que, à qui on va dire ça, vont dire, alors je le fais pas. Et hop, on va repartir dans la même chose. Donc, finalement, la radio, il n'y a plus que les grands qui la font. La télé, il n'y a plus que les grands qui la font. Le cinéma. Et... C'est vrai. Alors, mais c'est vrai. Double monde, président. Non, mais voilà. Mais c'est vrai. Et qu'il y a un moment donné, il faut aussi, bien sûr que ça aide. Il y a pas, donc je suis d'accord, ça dépend. Mais faut pas oublier ceux qui ont envie aussi de dire des choses, de percer peut-être, et ceux qui ont envie de les écouter. Merci, c'est très important. Donc voilà, donc ça dépend en fait. Et en plus, c'est un contre-média au final, parce que ça permet de traiter des sujets qui sont pas traités dans les médias traditionnels. Et ça, c'est hyper important dans les podcasts. Et je pense qu'aussi les podcasts, le plus important reste aussi le processus d'écriture. Qu'est-ce qu'on a à dire ? Et ça, c'est un peu le socle du podcast. Et c'est pour ça aussi qu'on a envie d'écouter certains podcasts. Les célébrités, elles sont très vite has-been aujourd'hui. Ça fluctue tellement qu'une célébrité, c'est quoi ? Je veux dire, demain, il y a... En fait, c'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'une célébrité ? On va recommencer. C'est pas possible. En fait, le terme, franchement, ça aurait dû être personnalité publique. Ça a été dit célébrité, mais au final, c'est plus personnalité publique parce qu'un influenceur ou une influenceuse n'est pas considéré comme une célébrité, mais aujourd'hui, on voit qu'ils sont invités à Cannes et on les voit plus que les acteurs eux-mêmes et les actrices. Donc, le terme, c'est plus personnalité publique parce qu'au final, c'est juste quelqu'un qui a de la notoriété. Mais c'est vrai que ça aide, comme vous le disiez très bien. Il ne reste plus qu'une minute. on va se... Eh bien, je vous remercie. Merci à toutes pour vos témoignages et c'était un plaisir de partager cette table ronde avec vous. Ouais, merci infiniment à toutes. Paris Radio Show. Audio, musique, podcast.